à tous les deux, installez-vous. Alors, Axel Ayad, je vais commencer avec vous parce que vous avez fait quelque chose d'absolument formidable. Vous êtes la fondatrice de Mapato. Ça s'écrit M-A-P-A-T-H-O. Tout le monde a comme ça une idée de quoi il s'agit, mais vous allez nous présenter un peu plus explicitement cette plateforme. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, donc je suis la fondatrice et gérante d'un groupe qui s'appelle Human Care, qui répond aux différents besoins des malades chroniques. Donc on a une plateforme qui s'appelle Mapato comme Ma Pathologie, qui est un aidant numérique. Donc on produit des aidants numériques pour les malades chroniques et leurs proches. Et puis très rapidement, on a aussi un programme qui s'appelle Handicare, qui permet de faire des bilans de santé, de prévention pour les salariés en situation de handicap. Et Prosper & Co, qui est la première assurance pour les malades chroniques. Voilà, donc un joli panel. Alors, Mapato, c'est en fait, ça permet de suivre personnellement son parcours de soins sans aucun oubli. Exactement. Alors, en fait, Mapato a vocation à utiliser la tech pour décharger la charge mentale des malades. De façon très simple, quand vous arrivez sur Mapato, on va vous demander quels sont vos traitements. Est-ce que vous avez des suivis à réaliser? Est-ce que vous avez des constantes à suivre, des symptômes à suivre? Donc je vous donne un exemple. Moi, je suis migraineuse. Ma neurologue, tous les 3 mois, me dit combien de migraines vous avez eu, quelle a été l'intensité, quel a été l'environnement, etc. J'en ai absolument aucune idée. Donc l'idée, c'est de pouvoir tout administrer directement dans mon outil. Concernant les traitements, quelque chose de très simple. Je rentre le stock de traitements que j'ai en sortie de pharmacie. Je vais recevoir des rappels tous les jours de prise pour une bonne observance. Une fois que je vais arriver à la fin de mon stock personnel, on va recevoir une alerte pour me dire attention, allez en pharmacie, et je vais même vous proposer quelle est la pharmacie la plus proche. On est connecté à la moitié des pharmacies en France pour vous dire quelle est la pharmacie la plus proche qui a du stock. Et petite nouveauté, on est aussi connecté à la NSM. Donc si votre traitement est en tension d'approvisionnement ou en rupture, on va aussi vous alerter pour qu'il n'y ait pas de rupture dans votre suivi thérapeutique. Voilà, c'est tout ce que la tech peut faire pour simplifier et un peu enlever de charge mentale aux malades. Mais effectivement, ça va vraiment simplifier la vie des malades. Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 150 000 utilisateurs, donc c'est énorme. On va parler data, mais nous, on est vraiment dans la big data parce que on reçoit énormément de données. Ouais. Et on a été la première société à être référencée dans Mon Espace Santé, dans le catalogue des services. Donc ça nous a bien aidé aussi pour nous faire connaître. Je peux vous demander quelle a été votre motivation à vous pour la créer ? Eh ben, c'est moi-même. Donc, je vous disais que je suis migraineuse. Il y a une étude qui montre que les plus de 70 ans devraient avoir 6 applications pour suivre leur santé. Moi, j'ai 5 pathologies chroniques. Donc, vous imaginez si je devais avoir une application pour chacune de mes maladies. Et en fait, sur le marché, je trouvais aucune application qui correspondait à mon suivi général sur l'ensemble de mes pathologies qui peuvent être croisées. Ouais. Typiquement, quand je fais mon suivi d'alimentation sur Mapato, effectivement, je le fais pour l'endométriose, mais je le fais aussi pour le syndrome d'intestin irritable, pour mes migraines, etc., pour mes troubles de la fertilité. Et en fait, si je devais rentrer 5 fois un suivi d'alimentation, ce serait pas gérable. Et vous le feriez pas? Je le ferais pas. Donc en fait, je me suis dit, voilà, j'ai fait une belle école d'ingénieur et de commerce. Comment je peux m'aider moi-même? Et en discutant avec des associations, elles nous ont dit qu'elles avaient les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 associations qui nous suivent dans l'aventure. Alors évidemment, pour créer Mapato, il a fallu connecter, agréger de nombreuses données. Est-ce que, en tant que patiente et en tant qu'entreprise, vous avez eu des freins particuliers? Alors, moi, j'ai toujours eu des freins à donner mes données, enfin, à compléter quand je n'avais pas d'output. C'est-à-dire que donner des informations sans avoir de retour, c'est comme remplir un questionnaire dans un magazine féminin. Vous n'allez pas vraiment y répondre si vous n'avez pas le score à la fin. Donc nous, on a toujours pensé à se dire, ok, on va proposer des fonctionnalités, certes, on va demander un certain nombre de données à l'utilisateur pour son usage propre, et après, si on arrive à faire un usage thérapeutique, très bien. Mais nous, on a vraiment pensé l'outil pour le patient d'abord, et on n'est pas un outil médical, on n'est pas de la télésurveillance, on n'est pas là pour aider le médecin. Moi, je suis là pour que le patient soit augmenté, et non pour que le médecin soit augmenté. Par ricochet, bien sûr, ça va aider le médecin. On a de nombreux médecins qui nous prescrivent et qui conseillent l'application aux patients, mais nous, on pense vraiment patient en se disant que si on arrive à augmenter les 23 millions de patients,
ça va aider les 1 million de professionnels de santé derrière par ricochet forcément. Et alors tout ça, ce sont aussi donc c'est une quantité de données que vous récupérez très importante. Est-ce que, enfin, il y a des réglementations, mais est-ce que vous pouvez les revendre? Est-ce qu'elles sont utilisées autrement? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en dehors de l'utilisation de Mapato, de toutes ces données? Alors, nous, on respecte stricto sensu la RGPD, donc il y a un consentement, on ne vend pas de données. De toute façon, je pense que c'est un mythe. Aujourd'hui, il n'y a aucune société qui voudrait acheter nos données, elles ne sont pas qualifiées, elles sont... Enfin, même quand on veut faire de la recherche, que j'ai largement travaillé pour pouvoir aider des chercheurs sur la base de données, on se rend compte que sans contexte, nos données, même sur 150 000 personnes, imaginons qu'on collecte en moyenne une centaine de données, ça fait 15 millions. Ben, en fait, elles sont limitées dans le temps. Il y a des patients sur lesquels je vais savoir les comorbidités, les symptômes, le suivi d'alimentation, d'autres pas. Donc globalement, on ne peut pas faire grand-chose de ces données-là. Ouais. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas travailler sur des données existantes, mais de proposer à des utilisateurs de participer à des études. Donc là, typiquement, on va lancer une étude avec la startup Calliope dans la santé mentale. Et donc, on va ajouter une brique dans Mapato pour toutes les femmes enceintes, pour aider au diagnostic de la dépression postpartum. Dès que vous allez indiquer sur Mapato que vous avez une grossesse, on va ajouter une brique dans le suivi d'émotions qui vous permettra d'enregistrer votre voix. On va l'envoyer à Calliope qui, eux, vont calculer un taux de risque de dépression postpartum et de, comme ça, pouvoir identifier s'il y a un surrisque ou pas de dépression postpartum chez les femmes enceintes avec pathologie. Voilà. Donc sur des choses très spécifiques, on est très pertinent parce qu'on va aller collecter la bonne donnée dans un échantillon précis avec une donnée à la fin. Mais de façon générale, toutes les données qu'on produit, à part les retranscrire à l'utilisateur et lui permettre d'exporter pour son suivi médical, n'ont pas de valeur. Donc là, par exemple, dans le cas de la dépression postpartum, la patiente, elle va recevoir de la part de son téléphone, en fait, une alerte qui lui dit peut-être que vous avez une dépression qui va arriver. Je ne sais pas si elle est en état ensuite de faire quelque chose. Est-ce que vous avez songé à des partenariats avec des hôpitaux, par exemple? Alors, on travaille avec des outils de téléconsultation. On a nous-mêmes nos réseaux d'experts. Et donc là, l'idée, c'est de ne pas laisser la personne en déshérence. Si on identifie, de par les questionnaires qu'on va lui envoyer, plus sa voix via Calliope, qu'effectivement, il y a un risque de dépression, on prendra contact avec elle et on lui conseillera largement d'aller être suivi par un médecin. Et de façon plus large, parce que je trouve cette application très intéressante pour des hôpitaux en général, il y a des partenariats possibles? C'est dans nos développements. Jusqu'alors, ce n'est pas une voie qu'on a exploitée. Aujourd'hui, on travaille avec les assureurs, les mutuelles sur un engagement médico-économique sur le système de santé. On a de nombreuses sollicitations, entre autres des CLCC dans le cancer, dans tout le champ hors télésurveillance. Et c'est ce qu'on va travailler là. Donc on commence une étude sur notre impact à nous en termes d'organisation des soins, impact médico-éco et qualité de vie des patients pour pouvoir ensuite travailler de façon plus facile avec des hôpitaux. Est-ce que vous attendez d'autres innovations dans les prochaines années pour permettre un meilleur usage des données de santé des patients? Je pense qu'en fait, il y a des données croisées partout et que le patient en dissémine un peu partout. Moi, je rêve d'un monde où mon espace santé serait l'outil qui permettrait de collecter l'ensemble des données. Pour vous donner un petit exemple, on a demandé si on pouvait être référencé avec échange de données sur mon espace santé. Aujourd'hui, très concrètement, il faudrait que nous, on paye 30 000 € d'audit par an, plus tous les développements informatiques pour le faire, juste pour renvoyer les données des utilisateurs de Mapato vers mon espace santé. Bon, je veux bien être gentil, mais voilà. Il faut un business derrière, hein, sinon je ne serais pas là aujourd'hui et je ne pourrais pas aider 150 000 personnes. Donc, j'espère que tout ça va s'ouvrir, que ça va être plus simple, facilité pour des petites entreprises comme nous, et d'avoir comme ça, dans mon espace santé, l'ensemble des données agrégées et que l'ensemble des startups ou des applications ou même des professionnels de santé puissent utiliser toutes ces infos. C'est quoi le cadre légal sur la donnée patient et l'exploitation de la donnée? Le consentement. Consentement éclairé. Individuel. Consentement individuel. On ne peut pas utiliser comme ça, sans consentement, les données des utilisateurs. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, sur Mapato, quand vous vous inscrivez, on vous demande si vous consentez à l'usage pour des voies de recherche. Ce qu'on n'a jamais fait, mais on a juste demandé pour
pour voir un petit peu le taux d'engagement. Et on a 80% des gens qui consentent. Ah, c'est pas mal. Donc en fait, quand vous expliquez aux personnes et qu'elles, enfin en tout cas sur une population malade chronique, hein, c'est peut-être pas vrai sur la population générale, parce qu'un malade chronique, forcément, quand on lui parle de recherche, il y a une amélioration évidente pour lui. Donc de pouvoir participer à la recherche, il n'y a pas ce grand flou de on va vendre mes données. Donc il y a vraiment, est-ce que je peux participer, moi, à mon échelle, avec mes données, à l'amélioration de soins pour tous? Et on se rend compte que les personnes sont vraiment moteurs pour ça. On me demande combien de pathologies sont référencées sur Mapato. Plus de 300. Combien de nouvelles pathologies chaque année? Alors là, on est arrivé à un stade où ce sont les utilisateurs qui, quand ils se créent un compte, indiquent une nouvelle pathologie qu'on va référencer. Donc on arrive vraiment dans les maladies rares, hein, globalement, les maladies orphelines aussi. Donc voilà, ça augmente. Nous, on répond à tous les besoins. On est plus sur l'identification des besoins non couverts. Donc on a des grands champs de travaux sur un aidant numérique beaucoup plus poussif qui va vous envoyer des messages de prévention, qui va pouvoir analyser que la qualité de votre sommeil est liée à votre alimentation, est liée à votre activité physique pour vous faire prendre conscience des éléments. On va travailler sur des bilans de santé digitaux qui vont vous permettre de vous créer un jumeau numérique idéal, et comme ça vous allez pouvoir avoir des objectifs très définis de poids, d'activité, de suivi, etc. Donc moi, toujours dans cette démarche de charge mentale, j'aimerais qu'on me donne des objectifs atteignables et que comme ça, au fur et à mesure, je puisse dans mon application suivre ces objectifs-là. Il ne faut pas que toute la journée l'application nous sollicite pour nous dire quoi manger, quoi faire et tout, sinon on s'en sort pas. En fait, quand j'utilisais des applications qui n'étaient pas la mienne, c'était horrible. J'étais au travail et je reçois une notification en écrivant « Endométriose, prenez votre médicament ». J'étais en entretien, j'étais DRH chez L'Oréal. Il y avait mon téléphone sur la table, je me suis sentie super mal et je me suis dit mais plus jamais ça. Donc nous, en fait, vous pouvez tout administrer. Sur Mapato, vous pouvez très bien ne recevoir aucun rappel, aucune notification, aucune newsletter si vous ne le souhaitez pas. Vous allez pouvoir tout configurer et comme ça, vous allez choisir l'heure, si vous en voulez ou pas, pourquoi, est-ce que c'est des rappels de prise de traitement, est-ce que c'est des rappels de sommeil, etc. On voudrait savoir quel est le modèle économique de l'application. Alors on a un logiciel SaaS, Mapato pour 100 000 personnes, c'est gratuit. Et après, on a un accès premium qui est financé par les mutuelles. Aujourd'hui, on a une trentaine de mutuelles, assureurs, banques qui sont partenaires. Et eux offrent cet accès à leurs adhérents en espérant un ROI de prise en charge, de non-perte de vue, d'amélioration du soin, d'observance thérapeutique, etc. Ouais. Antoine Tenière, je rappelle que vous êtes président de la French Care qui a été créée en 2022 et qui rassemble l'ensemble des acteurs du système de santé en France. Le but, c'est de fédérer les professionnels, les entreprises, les établissements de santé pour promouvoir l'innovation. Vous étiez déjà venu nous en parler. Là, on vient d'entendre un exemple qui a nécessité évidemment beaucoup de données. J'aimerais juste savoir, est-ce que la France est en retard, en avance ou pas dans le système, dans la e-santé? On en est où exactement? Alors la France a des forces et puis des faiblesses ou des enjeux en tout cas à résoudre. Elle a des forces dans la mesure où il y a une expertise qui est très forte aujourd'hui dans la culture de la donnée, dans la collecte de la donnée, et notamment on dispose, vous l'avez cité, de différents dispositifs comme ce qu'on appelle le Système national de données de santé, qui est une base historique développée par la CNAM, et puis maintenant de Mon Espace Santé et d'entrepôts de données de santé qui sont en train de grandir dans différents sites hospitaliers, établissements de soins, etc. Et surtout, elle dispose de données qui sont de très grande qualité. Ouais. Vous pouvez discuter avec tous ceux qui utilisent ou travaillent sur la donnée de santé par rapport à des données qui sont disponibles dans d'autres endroits, dans d'autres pays, sur d'autres continents. On a des données qui sont qualifiées, qui sont de bonne qualité. Ce qui est une force très importante. Le sujet sur lequel on essaye de travailler, c'est la capacité d'accéder et d'exploiter réellement ces données. La base principale du Système national de données de santé de la CNAM n'ayant pas été construit pour une utilisation qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire on va accéder facilement aux données, on a besoin de fluidifier cet accès aux données. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et on passe de délais qui étaient trop longs auparavant à des délais qui sont de plus en plus raccourcis
raccourci, et en tout cas de plus en plus acceptable pour que des startups, pour que des hôpitaux, pour que des groupes de recherche puissent facilement exploiter ces données-là. Donc je dirais qu'un des enjeux aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est justement cette rapidité d'accès à la donnée. Ouais. Et puis, la France évolue dans un écosystème européen qui se structure très rapidement aussi et qui accélère notamment sa coordination sur les sujets de santé. Et l'Europe met en place l'organisation d'un ce qu'on appelle un espace européen de données de santé qui à terme comprendra les données de 450 millions de citoyens. Ça a des impacts très évidents. Quand vous êtes citoyen européen, vous partez à Venise, à Berlin ou ailleurs et vous pouvez être pris en charge par quelqu'un qui va accéder à votre dossier médical et qui va pouvoir écrire sur votre dossier médical. Mais c'est aussi la possibilité, notamment pour la recherche ou l'exploitation de ces données, de disposer de bases de données qui seront uniques au monde, qui regroupent justement 450 millions de citoyens. Là, on a entendu un exemple formidable avec Mapato. De quelle manière est-ce que la French Care aurait pu intervenir dans ce processus de création ? Alors, la French Care essaye d'avoir une vision globale en comprenant que dans l'innovation en santé, si historiquement les compétences, elles étaient médicales, scientifiques et ingénierie, aujourd'hui on ajoute des compétences supplémentaires, notamment de la mathématique, de la science des données, de l'ingénierie évidemment, et donc d'arriver à bien connecter ces compétences, à regrouper des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se comprennent pas forcément autour de problématiques communes, arriver à créer de la cohésion et des synergies, c'est un élément essentiel, d'autant plus qu'aujourd'hui, on le voit bien, l'innovation technologique, et c'est particulièrement vrai dans la santé, s'accélère avec une vitesse qu'on n'a jamais connue. Et ça nécessite justement qu'on ait des boucles courtes, si je puis dire, entre des gens qui vont avoir des problématiques, que ce soit des professionnels de santé ou des patients, comme Axel l'expliquait, et puis des gens qui vont amener des solutions parce qu'ils ont des briques technologiques, parce qu'ils ont de l'expertise organisationnelle, parce qu'ils ont des outils qui permettent justement de résoudre ces éléments-là. Parfois, c'est simplement s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres domaines et qui fonctionne bien. Parfois, c'est de créer aussi des solutions très spécifiques ou très expertes en fonction de ce qu'on va regarder sur du diagnostic très complexe ou au contraire sur de la relation patient ou sur des choses plus ouvertes. Donc vous allez créer le cadre d'échange. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses qui fonctionnent déjà très bien ? Alors, il y en a plein qui fonctionnent très bien et ça il faut se le dire quand même, c'est important. La particularité je trouve de la France, c'est qu'il y a un tissu d'innovation qui est extrêmement riche, qui est à la fois le fruit d'une expertise médicale et scientifique qu'on peut mettre en avant. Les 2 prix Nobel qu'on a reçus récemment, je crois, le démontrent à nouveau, et qui est aussi le fruit d'une politique vraiment volontariste des pouvoirs publics d'accompagner justement le démarrage de ces jeunes entreprises, que ce soit avec des dispositifs de subvention, que ce soit avec des dispositifs d'aide dans France 2030 qui est le dispositif actuel, dans les dispositifs mis en place par BPI depuis plus d'une dizaine d'années. Tous les jeunes entrepreneurs connaissent ces guichets-là ou ces accompagnements-là qui leur permettent de faire les premiers pas de façon accompagnée. Le sujet ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe après et comment est-ce que, quand on a débrouillé les premiers sujets, fait une preuve de concept, on va pouvoir se connecter à de l'environnement médical, de l'environnement hospitalier, de l'environnement de soins ou médico-social. Comment est-ce qu'on va pouvoir développer des modèles économiques qui sont pertinents et qui sont viables et qui permettent de passer d'une très bonne idée à un très bon produit et ensuite à une très bonne entreprise qui va avoir un impact sur le système de santé. Donc c'est sur toute cette chaîne qu'on essaye d'agir et d'accompagner, et puis surtout d'amener de la valeur là où on pense qu'il y en a vraiment besoin. Ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est que le démarrage, il est souvent plutôt bien accompagné. Une des questions principales, c'est de bien mettre les bonnes problématiques au départ, et une fois qu'on a passé ces étapes-là, on peut avancer, et qu'on a besoin de se concentrer ensuite sur l'accès à travers les régulations et les évaluations, un accès fluidifié auprès des patients, des utilisateurs, etc. Donc la question de l'accès au marché, si je puis dire. Et puis le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va fournir à ces solutions innovantes la capacité de passer à l'échelle, à la fois à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle européenne, et où là on voit bien qu'il faut qu'on arrive à coordonner les États membres pour qu'une innovation qui naît en Hongrie, en Pologne, en Allemagne ou en France puisse avoir un terrain d'expansion qui soit bien balisé. Aujourd'hui, les données, elles sont principalement utilisées où ? Dans quel domaine ?
Alors, dans tous les domaines, et c'est ça qui est assez passionnant, dans tous les domaines, les données vont engendrer des révolutions qui sont fascinantes. On peut prendre quelques exemples. Je parlais tout à l'heure de diagnostic très expert. Quand on regarde à l'échelle de l'infiniment petit, l'utilisation aujourd'hui de la génomique combinée à de l'intelligence artificielle a permis, par exemple, à un groupe de travail, un groupe de recherche de l'Institut Curie, d'arriver à fournir des outils d'identification pour des cancers qu'on ne savait pas identifier. Ça représente 10% des cancers qui sont diagnostiqués en France et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, ce groupe-là avec l'analyse génomique des tumeurs et avec des outils d'intelligence artificielle, mis en place des outils qui permettent de dire si la tumeur qu'on ne savait pas identifier provient du sein, du rein, du poumon, de la prostate. La conséquence immédiate, c'est qu'on peut donner un traitement adapté à ces patients-là et changer complètement la médiane de survie, c'est-à-dire la survie de ces patients. On peut travailler à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'un organisme, d'un site hospitalier ou à l'échelle de santé publique. Et on peut prendre l'exemple du Covid, qu'on a tous connu, où là aussi l'utilisation avancée de la donnée, à la fois dans la connaissance épidémiologique fine, dans les modélisations sur l'impact des mesures de gestion de l'épidémie, sur l'impact de la vaccination, a permis de gagner un temps fou et de faire on va dire des progrès en termes de gestion inédits par rapport aux épidémies qu'on a pu gérer il y a 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Et donc ça se traduit pas uniquement par plus de fonctionnalités, mais c'est plus simplement plus de patients qu'on peut protéger, plus de mesures qu'on peut alléger parce qu'on connaît mieux la dissémination de l'épidémie. Et donc tout ça, c'est fourni ou c'est rendu possible grâce à l'utilisation de la donnée. Et je pourrais vous multiplier plein d'exemples, mais je pense qu'on n'a pas toute l'après-midi. Concrètement, là, si aujourd'hui un établissement médical a envie, a des idées, a envie de rencontrer des start-up pour mettre en place ces idées, on vient s'adresser à la French Care, comment on fait ? Oui, alors c'est un des rôles qu'on a, c'est d'arriver justement à créer de l'émulation et surtout on le fait avec la conviction qu'elle se fait vraiment au plus près de chacun des territoires et au plus près du terrain. Ouais. Donc ça veut dire être capable de connecter un infirmier ou un aide-soignant dans un service qui a une bonne idée organisationnelle, être capable de voir un entrepreneur dans sa région et de le connecter localement avec le centre hospitalier, la clinique qui est à proximité pour que ce soit simple. Et donc c'est vraiment d'arriver à créer un terreau où on peut facilement faire émerger de l'innovation parce que tout le monde est éveillé là-dessus, qu'on crée les conditions de l'expérimentation et puis ensuite être capable aussi d'accompagner à passer à l'échelle justement les expérimentations qui ont montré des intérêts, qui ont permis des améliorations, que ce soit dans une région pour passer sur le plan national ou international. J'ai lu aujourd'hui que les données, elles étaient très utilisées en médecine dans le domaine de la radiologie, de façon très concrète, qu'elles lisaient mieux les radios qu'un radiologue. Il y a toujours la peur de se faire éventuellement remplacer. Juste voilà, c'était un aparté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Alors, en fait, les données, on les utilise de façon transversale. La raison pour laquelle la radiologie aujourd'hui a une utilisation un peu plus aboutie, c'est que si le grand public a vu émerger les outils d'intelligence artificielle avec l'arrivée de l'IA générative, Mistral, ChatGPT, etc., il y a beaucoup d'outils qui étaient développés avant cette apparition, et notamment ce qu'on appelle des outils de machine learning ou de deep learning qui sont très adaptés à l'analyse de patterns ou d'images. Et donc évidemment la radiologie est tout à fait adaptée à ça, ce qui veut dire qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup d'évaluations et de publications scientifiques qui démontrent l'intérêt de l'utilisation de ces algorithmes d'intelligence artificielle dans l'analyse de mammographie, de radiographie du thorax, de scanner, d'IRM, et qu'on peut aujourd'hui avoir des outils qui sont utilisés en pratique courante. Vous prenez des outils comme ceux que produisent l'entreprise Millevues ou Glimmer ou d'autres, elles sont utilisées en pratique dans beaucoup de sites, notamment des sites privés ou publics, et elles sont utilisées comme outils à la décision. Et donc aujourd'hui, cette question-là de est-ce qu'on va être remplacé, est-ce qu'on va être repris dans des compétences, est-ce qu'on va être corrigé par des algorithmes, elle est réelle et elle tient au fait, à mon sens, qu'on rompt un monopole supplémentaire, notamment qui est celui de l'intelligence. Et donc jusqu'à maintenant, l'homme était
le seul à pouvoir produire ce type de raisonnement. Aujourd'hui, on a des machines qui simulent ce type de raisonnement, c'est le principe des outils d'intelligence artificielle, et donc qui peuvent se faire poser la question, est-ce que ce que j'ai appris va être obsolète? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui comme raisonnement, comme diagnostic va être repris? Ce que j'y vois moi, c'est une formidable opportunité de gagner en performance et en qualité, et c'est ce que démontrent beaucoup d'études. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la meilleure performance, c'est la combinaison de l'intelligence artificielle et de ce que j'appelle l'intelligence naturelle, c'est-à-dire du raisonnement humain. En tout état de cause aujourd'hui, en termes de responsabilité de décision, c'est le médecin ou le professionnel de santé qui reste décisionnaire et responsable. Et on voit très bien, comme on l'a vu pour des nouveaux médicaments, des nouveaux dispositifs médicaux, etc., que les outils d'évaluation vont nous permettre de placer ces outils d'intelligence artificielle dans des recommandations de prise en charge, que ce soit pour l'infarctus du myocarde, l'arrêt cardiaque, l'endométriose ou d'autres outils, parce qu'ils amènent un réel bénéfice dans la prise en charge des patients. Alors il y a quelqu'un justement qui me dit: l'IA doit-elle être perçue comme un levier pour enfin transformer les métiers du soin, rebattre les cartes des périmètres de responsabilité entre médecins, infirmiers et autres? Alors j'ai envie de vous poser la question, Axel, simplement à vous. Est-ce que vous croyez que l'application Mapato libère du temps humain pour les médecins? Oui, alors déjà pour revenir sur la question d'avant sur l'IA, pour moi c'est une magnifique opportunité de permettre aux médecins de passer plus de temps à expliquer les choses et passer plus de temps en face du patient à expliquer qu'en train de lire le compte-rendu. On le voit sur certaines études, certaines pathologies, on gagne jusqu'à 20 points dans l'adhésion du patient au traitement quand le médecin a bien communiqué et passe du temps avec le patient pour expliquer. Donc c'est énorme et en fait le médecin ne peut pas tout faire. Donc grâce à l'IA, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur des tâches qui peuvent être redondantes et passer plus de temps avec le patient. Merci beaucoup et merci à tous les deux pour ces explications très claires. Vous pouvez les applaudir. Merci infiniment Antoine Tenière et Axel Ayad.